Personne n'a pleuré. Personne n'a même murmuré une prière. Le bébé était juste là, enveloppé dans une vieille couverture en wax, près d'un caniveau derrière l'église. Ses lèvres tremblaient. Non pas de froid, mais de confusion. Le genre de confusion que seule une âme fraîchement revenue à la vie peut supporter. Et pourtant, personne ne s'arrêta. C'est Mema Obi qui finit par se retourner. Elle allait moudre du poivre. Son regard croisa celui du bébé. Quelque chose lui serra le cœur. Elle ramena le bébé chez elle, mais ne l'accepta jamais vraiment. Voilà le genre de femme qu'était Mema Obi. Elle vous aidait, vous nourrissait, vous hébergeait, mais l'amour? Elle ne le donnait pas, de toute façon. Elle l'appelait Ifunanya. Mais elle ne l'appelait jamais comme ça avec affection. Méchante Biko, balai cet endroit. Tu ne sais pas faire cuire le riz. Toi, cette fille, tu es mon jour de chance. Ifunanya a appris à faire de la soupe au bono dès l'âge de 6 ans, mais elle n'a jamais connu la sensation d'un anniversaire. Dormir sur un matelas froid chaque nuit, tandis que d'autres dorment sur de la mousse, c'est quelque chose. On commence très tôt à comprendre son rang dans la vie. Ifunanya le savait. Elle n'y avait pas sa place. On le lui rappelait chaque fois qu'on ne l'appelait pas quand des visiteurs apportaient à manger. Chaque fois qu'on achetait de nouvelles pantoufles pour les vrais enfants de Mema Obi et non pour elle. Chaque fois qu'on la grondait pour des choses qu'elle n'avait pas faites. Elle a arrêté de pleurer très tôt. Elle s'est dit que ça ne servait à rien. Les gens ne réagissent aux larmes que lorsqu'ils veulent que vous vous sentiez mieux. Et personne ne voulait ça pour elle. À l'école, elle ne parlait pas beaucoup. Parler vous rendait visible, et être visible faisait de vous une cible. Elle est donc restée silencieuse. Ses professeurs la prenaient pour une idiote. Ses camarades se moquaient d'elle. Mais Ifunanya observait tout. Elle le maquillait. Elle remarqua que la jeune fille riche avait confiance en elle comme en son parfum. Comme les garçons vous respectaient si vous marchiez comme si votre père possédait une terre. Elle commença à copier tout cela, silencieusement, jour après jour. À 14 ans, Ifunanya savait qu'elle devait partir. Non pas parce que quelqu'un a dit quelque chose de nouveau, mais parce que tout est resté pareil. Même faim, mêmes insultes, même petitesse. Elle a commencé à se laver les cheveux dans un salon après l'école. Elle a sauvé chaque kobo. Elle a menti en disant que c'était pour son projet scolaire. Personne ne lui a demandé 2 fois. Elle n'avait pas l'intention de se présenter. Elle avait prévu de disparaître, pour qu'ils oublient son existence. Un dimanche matin, elle est partie. Elle n'a rien emporté. Juste un sac en nylon avec 2 emballages, un vieux journal et les 3800 naira nigérians qu'elle avait économisés. Elle passa devant la chambre de Mema Obi, s'arrêta et regarda à l'intérieur. La femme ronflait. Pendant une fraction de seconde, Ifunanya ressentit quelque chose, peut-être de la pitié. Puis elle sortit et referma doucement la porte derrière elle. Personne ne remarqua son absence avant mardi. La gosse ne l'a pas prise dans ses bras. Il l'a poussée. Le conducteur l'a appelée « fille du village ». La vendeuse a tenté de l'arnaquer. Un soir, n'ayant nulle part où dormir, elle s'est retrouvée dans une église, assise dans le noir jusqu'au lever du soleil. Mais Ifunanya n'a jamais mendié. Elle a alors commencé à aider un vendeur de rue. Puis elle a rencontré une femme qui lui a appris à tresser. Puis une autre qui lui a proposé de s'inscrire à des cours d'informatique. Personne ne lui a rien donné. Mais quand elle a tendu la main, le monde ne l'a pas giflée. Elle a découvert quelque chose en elle. La capacité d'apprendre vite et de travailler comme si sa vie en dépendait, car c'était le cas. Si elle entendait quelque chose une fois, elle le retenait. Si elle vous voyait faire quelque chose 2 fois, elle pouvait le répéter. À 17 ans, elle créait déjà des flyers. À 18 ans, elle rédigeait des propositions pour des techniciens qui ne savaient pas écrire correctement. Il la payait 5 000 naira nigérians. Puis 15 000 naira nigérians. Puis 50 000 naira nigérians. Puis, quelqu'un a demandé « Peut-on construire un pitch deck ?» Elle a cherché sur Google ce que cela signifiait. Et elle a dit « Oui, Ifunanya, tu as quelque chose de rare. » C'était la première fois qu'un client l'appelait avec respect. Cela la figea. Non pas de peur, mais de surprise. L'homme ne la méprisait pas. Il n'essayait pas de la tester. Il y voyait juste de la valeur.
Elle n'a pas pleuré. Mais elle sourit. Pour la première fois depuis des années, elle avait l'impression que le monde avait de la place pour elle. À 20 ans, elle ne gagnait plus seulement de l'argent. Elle avait créé sa propre agence. Petite équipe. Travail à distance. Clients internationaux. Elle a réservé une voiture privée et est retournée dans la rue où elle avait été abandonnée. Les bâtiments n'avaient pas changé. Les gens non plus. Mais elle, si. Personne ne la reconnaissait. Mema Obi était assise dehors, s'éventant. Ifunanya sortit de la voiture, vêtue d'un tailleur bleu ajusté. Elle ne dit pas « Je suis de retour ». Elle dit « Je suis venue acheter la maison ». Elle sortit lentement. Non pas parce que son talon était haut, mais parce qu'elle était d'un esprit stable. Ifunanya scruta la rue comme quelqu'un cherchant son passé, mais, étrangement, ne le retrouva pas. Le vieux kiosque était toujours là. Mêmes zinc rouillés. Les mêmes chaises en plastique dehors. Mais la peur qui l'envahissait autrefois lorsqu'elle franchissait ses portes? Sparrow. Un groupe de garçons la fixait de loin. Mema Obi plissa les yeux sous le pare-soleil de son pagne. Ifunanya, dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'une toux. Ifunanya ne sia pas. Oui. Je suis venu acheter la maison. Mema Obi se tenait là, comme si ses jambes avaient oublié comment la porter. Son peignoir glissa à moitié de son épaule, mais elle ne le répara pas. Ses yeux restèrent fixés sur Ifunanya, comme si elle observait un fantôme. Ou peut-être un avertissement du ciel. « Achète la maison » demanda-t-elle. Ifunanya sourit légèrement. « Oui. J'ai déjà acheté les 2 derniers. Je veux celui-ci aussi. Je suis en train de repenser toute la gamme. » Mema Obi jeta un regard circulaire, comme si le sol allait l'engloutir. « Je t'ai relevé, » dit-elle faiblement. Ifunanya inclina la tête. « Tu m'as nourri. Tu ne m'as pas élevé. » Des voix ont commencé à s'élever dans les maisons. « N'est-ce pas la fille Ifunanya, celle qui s'est enfuie? Vous voyez sa voiture? Vous la voyez, elle va bien. » Les enfants couraient vers le portail. 2 adolescentes chuchotaient entre elles, les yeux écarquillés. Un vieil homme tira son tabouret plus près de la route, faisant semblant de l'ajuster, histoire d'y voir plus clair. Ifunanya les ignora tous. Ses yeux restèrent fixés sur le bâtiment, et son esprit sur tout ce qu'elle avait enduré entre ses murs. Elle a sorti un dossier et l'a remis à Mema Obi. Les avocats vous contacteront. Vous bénéficierez d'une aide à la réinstallation. Une petite fille d'environ 7 ans s'approcha d'elle, pieds nus, un morceau de mangue à la main. « Ma tante, c'est toi que Mema Obi aurait entraîné, dit-on. » Ifunanya se pencha légèrement vers elle. « Non. Je me suis entraîné. » La fille sourit. « Je veux être comme toi. » Ifunanya marqua une pause. Puis elle ouvrit son sac à main et en sortit une petite carte. « C'est un numéro. Quand tu seras plus grand, appelle-le. Ils te parraineront. » La fille la prit avec précaution, comme s'il était en verre. « Merci, ma tante. » 2 SUV noirs s'engageaient dans la rue. Propres, teintés, brillants. Les portes s'ouvrirent et des hommes en costume noir sortirent, dossier à la main. La rue se tut, comme si quelqu'un avait appuyé sur pause sur une télécommande. L'un d'eux s'approcha d'Ifunanya et lui tendit un stylo. « Nous avons besoin de votre signature pour finaliser aujourd'hui, » dit-il. Elle hocha la tête, prit le stylo et signa contre le capot de la voiture. Mema Obi resta plantée là, les mains jointes sous les aisselles. Ce n'était plus la fille qu'elle appelait. C'était la femme qui lui avait acheté son toit. Elle s'en souvenait maintenant. L'aspect exact de la lune lorsqu'elle est partie. Le poids de son sac en nylon. Le bruit des pantoufles heurtant le trottoir. Ce sentiment mi-regret mi-espoir s'entrechoquait dans sa poitrine. Elle s'était arrêtée au carrefour, avait fait demi-tour et s'était promis « Je ne supplierai plus jamais qu'on m'aime ». Et elle ne l'avait pas fait. Dans l'une des voitures, son assistante sortit une tablette. « Madame, une fois que vous aurez confirmé, les fonds seront versés. » Elle leva une dernière fois les yeux vers le balcon. Elle se souvenait avoir lavé ce balcon jusqu'à en avoir mal aux genoux. Et maintenant, il lui appartenait. Elle appuya sur « Confirmer ». Un léger carillon retentit. La maison était à elle. Ce soir-là,
ils percèrent une plaque dorée dans le mur. On pouvait y lire « Propriété d'Ifunanya au Emeka ». Les voisins restèrent silencieux. Certains applaudirent doucement. D'autres secouaient la tête. La jeune fille qu'ils croyaient disparue dans la rue était de retour et son nom était désormais inscrit sur la terre. Mema Obi observait la scène depuis le fond, les bras croisés. Elle ne parla plus ce jour-là. Plus tard dans la soirée, Ifunanya était assise seule dans sa suite d'hôtel. Elle avait enlevé ses talons, ses boucles d'oreilles, son audace. Elle était assise pieds nus près de la fenêtre, serrant un oreiller contre elle, mangeant du chinchin dans une soucoupe d'hôtel. Elle ne se sentait pas milliardaire. Elle se sentait juste plus légère. Elle prit son journal, celui-là même qu'elle portait lors de sa fuite. Elle l'ouvrit à la première page. Un petit gribouillis, d'une écriture tremblante, disait « Fais-le. Fais-le en grand. Reviens. » Elle sourit. C'est fait. Son téléphone a sonné. C'était un appel vidéo de son équipe à Nairobi. « Patron, le nouveau pitch a été accepté. Il vous emmène au Cap la semaine prochaine. » Elle hocha la tête. « Réservez votre billet. Et dites-leur qu'Ifunanya n'attend pas. » Elle raccrocha, puis se regarda dans le miroir. La fille du tapis avait disparu. Une femme s'était assise à sa place. Une femme qui avait appris à gagner et qui n'avait jamais oublié le prix à payer pour ne pas être désirée. Le restaurant était calme, non pas faute de monde, mais parce que c'était le genre d'endroit où l'on n'avait pas besoin de crier pour afficher son prestige. Ifunanya était assise à une table dans un coin, près de la vitre. Elle avait à peine touché à sa nourriture. De l'autre côté de la table était assis le chef Ndulu, l'homme qui avait autrefois rejeté sa proposition de partenariat sans même la lire. C'est maintenant lui qui a sollicité la rencontre. « Votre marque a connu une croissance rapide », dit-il en ajustant ses boutons de manchette en or. Les gens regardent. « Je veux entrer. » Ifunanya pencha la tête, un léger sourire aux lèvres. « Je me souviens quand je portais des chaussures trouées pour venir à ton bureau. Tu disais que je n'avais aucune présence. Aujourd'hui, je possède 10 entreprises dans 3 pays. Qu'est-ce qui a changé ?» Il s'est éclairci la gorge. L'industrie, elle, a changé. Non. Oui, dit-elle. Après le dîner, alors qu'elle montait dans sa voiture, son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. Je t'ai vu aujourd'hui au domaine. Te souviens-tu encore de moi? Elle le fixa du regard. Le nom n'était pas enregistré, mais quelque chose dans le ton. Et puis, ça a fait tilt. Chika. La seule fille qui avait partagé son déjeuner avec elle à l'école, alors que les autres se moquaient d'elle parce qu'elle avait amené Gary et Salt. Ifunanya répondit simplement « Envoie l'adresse ». Elle portait des baskets et un jean cette fois. Pas de maquillage. Pas de chauffeur. Juste elle-même. Le terrain de Chika était exactement ce à quoi elle s'attendait. Pleine de vie, bruyante et pleine de vie, elle frappa à la porte en bois marron, qui s'ouvrit. Chika halta. « Jesus. Ifunanya. » Ils se fixèrent un instant qui dura. « Tu es venu, » dit Chika d'une voix tremblante. Il le fallait. Puis ils se sont enlacés. Et pour la première fois depuis des années, Ifunanya s'est laissé prendre dans ses bras. Non pas comme une patronne, ni comme une marque, mais comme une jeune fille assise autrefois sur du béton, les talons fendillés. À l'intérieur, ils étaient assis sur un canapé usé. Une petite lampe rechargeable bourdonnait sur la table. Chika versait du zobo dans 2 tasses. « J'ai vu ton nom en ligne l'année dernière, » dit Chika. « J'ai failli m'évanouir. » Ifunanya sourit. « Construisais. Lentament. » Chika la fixait. « Tu sais, certains disent que tu utilises le jazz, qu'aucune fille pauvre ne devient riche sans sacrifice. » Ifunanya sirota son verre. Ils ont raison. Les yeux de Chika s'écarquillèrent. Ifunanya rit. J'ai sacrifié le sommeil. Comfort. Fierté. Relations. C'est assez drôle. Quelques jours plus tard, Ifunanya reçut une invitation à une fête de quartier, le 60e anniversaire du frère de Mema Obi. L'événement devait se dérouler dans la même salle de classe dont Ifunanya avait été moquée pour sa punition. Elle y est allée. Non pas par envie, mais parce qu'il était temps de regarder son passé sans sourciller.
Mema Obi était là. Assise près du premier rang, elle leva les yeux lorsqu'Ifunanya entra, son regard scrutant la scène comme si elle ne savait pas quoi faire de ce qu'elle voyait. Ifunanya hocha légèrement la tête. Mema Obi n'a rien donné en retour. Quelqu'un lui a demandé de parler. « Tu es un symbole d'espoir pour les jeunes filles d'ici », a-t-on dit. Elle s'avança vers l'avant, micro à la main. Elle observa les visages. Certains sont curieux. Certains sont sceptiques. Certains encouragent en silence. Elle sourit. J'ai été abandonnée non pas parce que je manquais de valeur, mais parce que mon entourage manquait de vision. J'ai été élevée dans une famille qui m'a appris la survie, pas l'amour. Mais ce n'est pas grave. La survie m'a appris tout ce dont j'avais besoin pour construire ce que je possède aujourd'hui. La pièce était silencieuse. Puis, lentement, des applaudissements. De braços aplaudissements. Elle n'a pas regardé Mema Obi une seule fois. Avant de partir, elle tendit une enveloppe scellée au présentateur. « Donnez-la à la fille arrivée deuxième au concours de rédaction », dit-elle. À l'intérieur se trouvait une lettre de bourse, assortie d'une bourse complète pour l'université. « Je n'ai pas gagné », murmura la fille, le regard choqué. « Je n'ai pas gagné non plus », dit Ifunanya. « Mais j'ai quand même réussi. » De retour à son appartement, Ifunanya finit par se laisser gagner. Ni par les compliments, ni par les retrouvailles. Mais le poids, elle s'appuya sur le lavabo de sa salle de bain, se regardant dans le miroir. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait. Non pas à cause des pleurs, mais à cause de la retenue. Tous ces « tu n'es rien » et « celui-ci est inutile » étaient encore ancrés quelque part en elle. Elle murmura « Tu n'es pas rien » et sa voix se brisa. « Tu n'as jamais été rien ». Elle ouvrit son ordinateur portable. Des dizaines de mails en attente. Des rendez-vous clients. Delay. Proposition. Elle a tout refermé. Cette nuit-là, elle ne voulait pas devenir milliardaire. Elle voulait juste dormir sans rêver du sol en béton sur lequel elle avait grandi. Elle s'allongea sur le lit et fixa le plafond. Le succès ne vous apporte pas seulement la paix. Parfois, il vous offre simplement de meilleurs oreillers pour soulager la même douleur. Le lendemain matin, elle s'assit à son bureau et enregistra une note vocale. « Ifunanya, n'oublie pas pourquoi tu as commencé. Ni pour te venger, ni pour être applaudi. Mais pour que la fille sur le tapis puisse un jour s'asseoir sur un trône et dormir le cœur pur. Elle l'a gardé pour les jours que j'oublie. » Le bureau était silencieux. Tout le monde était parti. Ifunanya aimait ça. Moins de bruit, plus de vérité. Elle était assise près de la fenêtre, son ordinateur portable ouvert, ses lunettes posées sur la table. On frappa doucement. Elle se retourna. C'était son assistant. « Maman, quelqu'un est là pour te voir. Il a dit que son nom n'était pas Ubizi. Il a dit, c'est ton père. » Elle n'a pas bronché. Elle a cligné des yeux, juste une fois. « Dites-lui d'attendre. » Elle ferma lentement l'ordinateur portable. Ses mains étaient fermes. Son cœur ne l'était plus. Il était chauve maintenant. Sa barbe était clairsemée. Ses épaules n'étaient pas aussi larges que son souvenir le laissait croire. Il se leva lorsqu'elle entra, mais ne sourit pas. « Je sais que je n'ai aucun droit d'être ici, » dit-il d'une voix rauque. Elle s'assit en face de lui sans parler. « Je ne t'ai pas abandonné, » continua-t-il. « Ta mère, » courut-elle. « Je suis revenu et ils ont dit que tu étais parti. J'ai cherché. Pendant 4 ans. » Ses bras restèrent croisés. Son regard restait perçant. Il ouvrit un dossier usé et le fit glisser sur la table. Dossiers hospitaliers. Rapport de police. Copie de son acte de naissance. Elle fixait les papiers. Le nom de l'hôpital était familier. L'écriture était inconnue. Vrai rendez-vous. Son vrai nom. L'homme qui a signé comme père. Sa main ne tremblait pas. Il dit « Tu n'es pas obligé de me pardonner. Je voulais juste te voir une fois. Pour savoir si tu allais bien. » Elle s'est levée. « Je suis devenue plus que bien. Je suis devenue elle. » Sa gorge s'est serrée comme s'il ravalait un souvenir. « J'ai regardé tes interviews. Je savais que c'était toi. Tu ressembles à ta mère quand elle riait. Si ta grand-mère ne clignait pas des yeux. Tu peux partir maintenant. » Elle monta dans sa voiture sans dire un mot. « Conduis,
C'est tout, dit-elle à son chauffeur. Les lumières de la gosse passèrent devant elle comme des fantômes. Pour la première fois depuis des mois, elle ressentit quelque chose qu'elle n'aimait pas, la confusion. Elle détestait cette sensation. Cela lui rappela ses 10 ans, enfermée dehors après avoir oublié d'éteindre la cuisinière. Elle se tourna vers la fenêtre et regarda la ville défiler. « Pourquoi maintenant » murmura-t-elle. Son chauffeur ne l'entendit pas. Mais même s'il avait entendu, quelle réponse aurait-il pu lui donner? 2 jours plus tard, elle se rendit à un examen de routine. L'infirmière sourit. « Tu as perdu du poids. » Tu es estressé. Elle hocha la tête. Le médecin est venu plus tard avec son dossier. Votre rythme cardiaque est élevé. Votre taux de fer est bas. Tu as besoin de repos. Elle sourit. Je n'ai pas le temps de me reposer. Tu trouveras le temps, dit-il, non sans gentillesse. Ou le temps te le prendra. Elle rit doucement. Tu parles comme ma grand-mère. Sauf qu'elle n'est jamais revenue après le marché. Il avait l'air perplexe. Elle ne s'expliqua pas. Ce soir-là, elle ouvrit le dossier laissé par son père. À l'intérieur se trouvait une simple lettre, pliée et jaunie par le temps. Elle le déplia doucement. Si jamais tu trouves ça, sache que je te désirais. Le monde ne m'a pas laissé t'avoir. Mais je t'ai appelé Ifunanya, parce que l'amour était tout ce que j'avais à donner, même quand je n'avais rien d'autre. Elle la lut 2 fois. Puis, elle le replia et le jeta au feu. Elle n'avait plus besoin de son amour. Elle avait appris à vivre sans. Plus tard dans la semaine, elle organisa un dîner pour des investisseurs potentiels. Ce n'était plus une question d'argent. Il s'agissait de construire un héritage. Elle portait du verre. Pas criard. Juste assez pour faire tourner n'importe qui en bourrique. Lors de son discours, elle a déclaré « Je n'ai pas construit ça pour prouver quelque chose au monde. Je l'ai construit parce que je savais que le monde ne me l'offrirait jamais gratuitement. » Les gens applaudissaient. Les verres trinquaient. Personne ne remarqua la petite cicatrice sur son poignet, due à une assiette cassée ramassée enfant. Mais elle s'en souvenait. Elle retourna dans la maison qu'elle avait achetée, celle où elle avait grandi. Les travaux de rénovation avaient commencé. Les murs étaient démolis, repeints, refaits. Elle traversait le couloir pieds nus, comme avant. Mais maintenant, elle n'était plus une enfant fuyant les réprimandes. C'était une femme qui se demandait ce qui restait et ce qui partait. Elle revit le vieux coin où elle avait envie de pleurer. Elle marqua une pause. Puis elle rit. Fort. Librement. Une semaine plus tard, sa voix est apparue dans une émission de radio de fin de soirée. J'étais abandonnée. Mais je ne suis pas brisée. Pas besoin de début parfait pour créer des fins puissantes. Il suffit de survivre assez longtemps pour écrire la sienne. Les auditeurs ont appelé. Une fille pleurait. Une mère disait qu'elle voulait que sa fille entende cette voix. Elle n'a pas mentionné son nom à l'antenne. Mais son histoire avait du poids. Et le monde entier s'est intéressé à elle. L'objet du message disait « Êtes-vous la fille du bloc 7 ?» Ifunanya se fijea. Elle recevait des centaines de mails par jour, de fondateurs de start-up, de banques, de médias. Mais aucun ne l'avait jamais appelée ainsi. Elle a ouvert le message. C'était un certain Obina. Il disait avoir vécu dans la même propriété qu'elle il y a 20 ans. Il avait alors 8 ans. Il se souvenait d'elle en train de pleurer seule au robinet du jardin. Le courriel se terminait par « Que faudrait-il pour entendre à nouveau ta voix ?» Elle se rassit, ferma les yeux et murmura « Obina ». Elle se souvenait de lui. C'était le seul garçon qui lui avait donné une fois des cacahuètes alors qu'elle n'avait pas mangé de la journée. Elle lui avait envoyé son numéro. 10 minutes plus tard, le téléphone sonnait. Elle répondit. Sa voix était différente. Grave, maintenant. Stable. Mais le rire, l'aisance, la façon dont il marquait une pause avant de prononcer son nom, étaient les mêmes. Funanya, disait-il, comme une chanson qu'il n'oublierait jamais. Elle a souri sans effort. Tu le dis toujours mal. J'ai voulu le faire correctement toutes ces années. Ils ont parlé pendant 30 minutes. Puis 2 heures. Puis 4. À minuit, elle avait enlevé ses talons, détaché ses cheveux et était assise par terre, riant comme quelqu'un qui n'avait pas de poids sur la poitrine. Ils parlèrent du vieux bassin dans le jardin,
de la façon dont il partageait le suya dans le dos de maman Obi, du jour où il avait essayé de lui apprendre à siffler et où elle s'était mordu la lèvre par erreur. « Je ne sais toujours pas siffler, dit-elle. « Bien, dit-il en riant. Maintenant, j'ai quelque chose à t'apprendre. » Il était devenu ingénieur civil. Il revenait tout juste du Ghana. « Je travaille actuellement sur un projet à Lagos. » Il avait suivi son histoire de loin. « Je n'aurais jamais imaginé que tu deviendrais injoignable. »« Je ne suis pas injoignable, Obina. Je suis juste occupé. »« Bon, alors. J'espère pouvoir trouver une place dans ton agenda. » Tu viens de la trouver. Elle a accepté de le voir. Ils se sont rencontrés dans un café-jardin. Calme, rien d'extraordinaire. Obina portait une robe blanche et des sandales marron. Elle portait un jean et un chemisier citron. Pas de maquillage. Juste du baume à lèvres. Quand il l'a vue, il s'est levé vivement et a souri. Toujours pas de boucle d'oreille, je vois. J'ai grandi parmi des gens qui ne pouvaient pas se permettre d'avoir des otites. Il rit de nouveau. Toujours aussi vif. Ils étaient assis aujourd'hui. On a parle. Pas d'argent, ni d'affaires, ni d'étapes importantes, mais de rêves. De manguiers. Des livres qu'ils n'avaient jamais finis. Des jeux qui n'avaient aucun sens. Et c'était comme respirer. Ensuite, il l'accompagna jusqu'à sa voiture. Il y eut un silence. Un léger vent passa entre eux. Il a dit, « Tu sais, je pensais avoir peur de ce que tu es devenu. Mais tu le es toujours. » Si tu es Nanya. Elle le regarda. La plupart des gens pensent que le succès change les gens. Il révèle simplement ce qu'ils ont été forcés d'enfouir. J'espère vous voir tous. Elle hésita. Puis elle ouvrit la portière et dit, ne nous précipitons pas. Je porte encore des choses qui mordent. Je n'ai pas peur, dit-il. Elle sourit. Mais elle n'a rien répondu. Une semaine plus tard, un voisin lui a envoyé un message. Maman, obstétricienne, jour de congé. Ils disent qu'elle va vomir du sang. À l'hôpital, elle demande de l'argent. Si tu veux, mamie regarde le téléphone. Elle ne ressentit rien pendant un instant. Puis, un léger serrement dans sa poitrine. Elle envoya 300 000 naira nigérians sans préciser son nom. Elle a dit au médecin, assurez-vous qu'elle vive. Même si elle ne dit jamais merci. Plus tard dans la nuit, elle se tenait près de sa fenêtre, regardant la pluie. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se demanda, pourquoi ça fait encore mal? Mais elle le savait déjà. Obina l'avait invitée au dîner d'anniversaire de sa mère. Elle a failli refuser. Puis elle pensa, pourquoi pas? La maison était petite, mais chaleureuse. Sa mère la serra dans ses bras, comme si elle la connaissait. Tu es plus belle en vrai, oh, dit-elle. Obina a bon goût. Maman, prévint-il. Ils rirent tous. Plus tard dans la soirée, la mère d'Obina lui dit, assure-toi de manger du bonheur dans tout mariage. Pas seulement du riz jollof et de la honte. Si tu fais une pause, Nanya. Puis elle dit, j'ai été abandonnée par ma famille. Mais j'apprends à l'accueillir à nouveau, avec précaution. Obina resta silenciosa. Il a juste tendu la main sous la table et lui a pris la main. Elle avait une interview télévisée prévue. Une grande. Une portée nationale. Mais le matin arriva et elle n'avait pas envie d'y aller. Sa poitrine était serrée. Son reflet lui semblait étrange. Elle envoya un texto à Obina. « Je n'ai pas envie de parler au monde aujourd'hui. » Il répondit aussitôt. « Parle à la fille que tu étais autrefois. » Ça suffit. Elle enfila sa robe. Et partit. Sur scène, l'animatrice a demandé « Qu'est-ce qui vous a fait tenir quand personne ne croyait en vous ?» Elle a répondu « La croyance n'était pas nécessaire. La faim, oui. Le silence, oui. La douleur m'a appris à bouger sans applaudissements. Le public s'est tu. » Ce soir-là, elle a ouvert son vieux journal. Elle tourna la page et écrivit « Aujourd'hui, je me suis souvenu de ce que l'on ressent lorsqu'on est vu sans être observé. J'apprends encore la douceur. J'apprends encore que la force ne réside pas dans l'absence de besoin. C'est la sagesse de laisser entrer les bonnes choses sans trop remettre en question leurs intentions. » Elle ferma le livre et le posa sur sa poitrine comme un oreiller. Certaines parties d'elle-même étaient en voie de guérison. D'autres étaient encore en chemin.
Avant de s'endormir, elle murmura à sa voix, pas de tape. Si tu es Nanya, ne sabote pas l'amour qui essaie de t'atteindre. La guerre est finie. Tu peux déposer ton épée maintenant. Elle a sauvegardé le fichier et éteint la lumière. Elle avait déjà acheté des immeubles auparavant. Des lotissements, des immeubles, des tours. Mais celui-là, était différent. C'était l'ancienne école. Son école primaire. Celle où ses chaussures faisaient autrefois du bruit à cause des semelles creuses. Là où son uniforme était déchiré, elle le cachait en se tenant droite. Elle traversa le couloir vide. Le tableau noir était maintenant vert. Les bancs étaient infestés de termites. Mais sa mémoire comportait encore tous les visages, toutes les claques, tous les silences. La voix de la directrice résonnait dans sa tête. Celle-ci est un fardeau. Maintenant, elle était là pour reconstruire toute l'école. Le directeur actuel, un homme à la voix douce et aux cheveux grisonnants, n'arrêtait pas d'ajuster ses lunettes. Tu veux dire que tu veux reconstruire tout le complexe? Oui, si tu disais « Mamie ». Avec un laboratoire technique, une bibliothèque, des panneaux solaires et des toilettes dignes de ce nom. Il secoua la tête, stupéfait. Tu étais étudiant ici? Oui. Mais ils ne se souviennent pas de moi. Ils ne m'ont jamais vu. Il la regarda avec émerveillement. Et tu veux toujours aider? Je n'aide pas les gens parce qu'ils le méritent. J'aide les gens parce que je me souviens de ce que ça fait d'être ignoré. Dehors, elle vit une fillette de 9 ans à peine qui balayait le portail de l'école. Son uniforme était propre mais délavé. Ses sandales étaient 2 pointures trop grandes. Et elle balayait comme si elle essayait d'effacer son ombre. Si tu la prends à part, ma grand-mère. Comment t'appelles-tu? Olubiub, chuchota la fille. Tu aimes l'école? La fille hocha la tête. Tu veux en finir? Elle hocha de nouveau la tête. Si ta grand-mère souriait. Tu le feras. Je viens de payer. La fille cligna des yeux. Pourquoi? Parce que je balayais ce même portail. Ce soir-là, les ingénieurs lui ont envoyé les plans définitifs de l'école. L'un d'eux indiquait le nouvel auditorium, Sivunanya au Emeka Hall. Elle fixa le nom un long moment. Ce n'était pas une question d'ego, ni d'applaudissements. C'était la preuve. Une fille autrefois moquée pour avoir amené Gary à l'école était en train de changer la donne. Elle a répondu par email. Ajoutez un module scientifique. Appelez-le Lolubub. Faites-leur savoir qu'elle compte aussi. La porte du cimetière grinça. Elle marchait lentement, une fleur à la main. Pas d'entourage. Pas de fanfare. Juste le silence. La tombe de sa mère se trouvait au fond, envahie par la végétation. Oubliée. L'écriture avait disparu. Mais le nom était toujours là, Neka Oshima. Elle s'agenouilla. Nettoya la pierre tombale avec son foulard. Maman, murmura-t-elle. Je suis devenue tout ce qu'il disait que je ne serais pas. Le vent souffla comme une réponse. Elle déposa la fleur. Je te pardonne d'avoir fui. Peut-être n'as-tu pas su rester. Peut-être n'étais-tu pas assez aimé pour m'apprendre à le recevoir. Elle raconta sa visite à Obina. Il l'écouta tranquillement au téléphone. Après une pause, il dit « Tu es plus fort que moi. » Non, répondit-elle. J'ai juste d'autres cicatrices à cacher. Puis il le dit, la première fois que sa voix se brisa. J'aurais aimé être là. Je t'aurais tenu la main. Elle ne savait pas quoi dire. Mais elle pressa le téléphone contre son oreille, comme si cela pouvait les maintenir ensemble. Parfois, l'amour n'a pas besoin de réponse. Juste de présence. Une multinationale technologique lui a proposé un rachat de 6,2 milliards de Naira. Son conseil d'administration lui a dit d'accepter. Les médias avaient prédit qu'elle le ferait. Elle entra dans la salle de réunion et dit « Non ». La salle se figea. « Pourquoi » demanda quelqu'un. Elle se pencha en avant. « Parce que je n'ai pas commencé ça pour le vendre. J'ai commencé ça pour construire ce que personne n'avait construit pour moi. » Elle se leva et sortit. Obina l'attendait en bas. Il demanda « Comment ça s'est passé ?» Elle sourit. « Je suis ressortie plus riche. » Elle écoutait de la musique dans son salon. À fond. Ni classique, ni soul. Quelque chose de brut. La vie glorieuse des Igbo.
Elle dansait, seule. Elle dansait comme avant les cicatrices, avant l'ambition, avant les numéros. Elle a ri au milieu de la danse. Un rire sauvage, sans filtre. Elle ne l'a pas enregistré. Elle ne l'a pas partagé. Elle l'a simplement laissé faire. Parce que parfois, être en vie est la plus grande réussite. Elle a organisé un petit événement de mentorat pour les filles. On lui a demandé « Quelle est ta plus grande leçon ?» Elle a regardé autour d'elle. Tous les visages étaient enthousiastes. Elle avait faim. Puis elle dit « Le succès n'est pas une évasion. C'est une question de possession. Et quelle que soit votre histoire, assumez-la. N'attendez pas que le monde vous applaudisse. Applaudissez-vous. » Les filles applaudirent quand même. L'une d'elles pleura doucement au fond. Et Ifunanya sourit. Parce qu'elle connaissait ce genre de cri. C'est le son de quelqu'un qui prend conscience de son importance. Ce soir-là, elle a écrit quelque chose de différent. Pas dans son journal, mais dans une lettre. Intitulée « À la fille qui dormait sur une natte et rêvait encore ». Elle a écrit « Tu n'as jamais été invisible. Il ne savait pas voir la lumière dans un uniforme sale. Mais tu étais toujours la lumière. Maintenant, tu possèdes des pièces où il t'interdisait d'entrer. Et tu n'as pas eu besoin de te perdre pour y arriver. » Tu en es la preuve. Tu es la promesse. Elle le scella et le conserva dans une petite boîte rouge. Elle le relirait un jour, pas pour le valider. Mais pour le souvenir, elle se tenait devant les portes de l'orphelinat. À l'endroit même où elle avait été déposée dans un sac de riz. Il y a 20 ans, les portes étaient plus petites que dans ses souvenirs. Les murs ne lui faisaient plus peur. Mais le souvenir d'avoir été indésirable s'étalait encore sur sa peau comme de vieilles brûlures. Une religieuse sortit, vieille et lente. Elle plissa les yeux. Puis elle haleta. « Ifunanya ?»« Oui, dit-elle doucement. Je suis venue voir la natte sur laquelle je dormais. » Ils entrèrent. Rien n'avait changé. Même carrelage. Même fenêtre avec la fente en forme d'éclair. Mais elle avait changé. Complètement. Elle entra dans la pièce où dormaient autrefois les enfants. 15 nattes par terre. Des moustiquaires suspendus comme des fantômes. Une seule ampoule vacillait au-dessus de sa tête. Elle se dirigea vers le coin. Là, c'était sa place. Près de la fenêtre. Elle se souvenait avoir gravé son nom sur le mur un jour avec une cuillère. Elle se pencha. Elle essuya la poussière. Elle était toujours là. Siu. 3 lettres tordues. Elle les a touchées. Comme si c'était son acte de naissance. Puis elle murmura « Tu as réussi, ma fille. » Elle se retourna pour partir quand elle vit une fille. Petite. Seule. Assise sur un tapis. Dessinant sur le sol avec son doigt. Elle rappelait trop Ifunanya elle-même. Les mêmes lèvres serrées. Le même regard curieux. La même faim dans ses yeux. Non pas de nourriture, mais d'être remarquée. Comment t'appelles-tu? Demanda Ifunanya. Adam, tu dessines bien. Je n'ai pas de crayon. Ifunanya sourit. Tu le feras. Elle se pencha et sortit une boîte emballée de son sac. Des livres, des crayons, des carnets de croquis. La fille l'ouvrit, les yeux écarquillés. Personne ne lui avait jamais rien donné qui ne fût ancien. 2 semaines plus tard, elle tenait une conférence de presse. Une nouvelle initiative, la Fondation Ifunanya pour les enfants oubliés. Pas pour la presse. Pas pour les applaudissements. Elle a dit qu'on m'avait traité d'abandonné. Mais je me considère comme élu. Je ne suis pas un miracle. Je suis un résultat. De resilience. De survie. Et maintenant, de choix. J'ai choisi de donner à ces enfants plus que ce que j'ai reçu. La salle était silencieuse. Même les journalistes n'écrivaient pas. Puis le premier applaudissement est arrivé. Puis tous les autres. Mais elle n'applaudissait pas. Ses mains retenaient ses larmes. Ce soir-là, Obina arriva chez elle avec 2 cuillères et un pot de glace. Elles s'assirent par terre. Pas de télé. Pas de musique. Juste des cuillères et le silence. Puis il la regarda. « Je te veux dans ma vie pour de bon. Pas seulement pour un instant. » Elle se figea. Il fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte en velours. Il n'y avait pas de bague.
Il y avait un bracelet en argent. Simple. Je sais que tu n'aimes pas les rôles traditionnels. Alors, laisse-moi te dire ce que tu veux. Elle l'a pris. Elle l'a enfilé. Pour l'instant, cela signifie la paix. Plus tard dans la soirée, elle se tenait devant le miroir de sa salle de bain. Elle a enlevé son bracelet. Elle s'est lavé le visage. Elle s'est brossé les dents. Puis elle se pencha en avant et murmura « Tu es en sécurité maintenant ». La fille dans le miroir ne ressemblait pas à quelqu'un qu'on avait oublié. Elle avait l'air de quelqu'un qui s'était trouvé. Une larme s'échappa, mais pas de tristesse. Par gratitude d'avoir survécu à tout ce qui la briserait. Elle s'assit à nouveau à son bureau. J'ai écrit une dernière lettre. À la femme que j'aurai à 40 ans. J'espère que tu te souviens encore d'où tu viens. J'espère que les chiffres n'ont pas englouti les noms. J'espère que vous trouverez encore le temps de danser pieds nus. De pleurer librement. Pardonner même immérité. Et ne jamais oublier que ton histoire était ton super pouvoir. Elle l'a plié. Elle l'a marqué, ouvert, dans 10 ans. Puis elle l'a placé à côté de sa boîte rouge. Bonjour, petite Ifunanya. J'espère que tu es fier de moi. J'ai pris tout ce qu'ils ont utilisé pour nous enterrer et j'ai construit une maison avec. Je suis devenue la femme dont nous avions besoin. Et maintenant, il est temps de se reposer. Non pas parce que le travail est terminé, mais parce que nous n'avons plus peur. Elle a sauvegardé le message vocal et l'a intitulé « Dernière entrée ». Des mois plus tard, une petite fille se tenait devant les nouvelles portes de l'école. Uniforme propre, chaussures cirées, cheveux soigneusement coiffés. Elle leva les yeux vers le nouveau panneau « Olububuing ». Elle ignorait qui était Ifunanya. Elle ignorait que sa bourse provenait d'une femme qui avait dormi sur une natte près des rats. Mais cela n'avait plus d'importance. Car maintenant, la porte était ouverte. Et c'était suffisant. Elle a été abandonnée à la naissance. Mais elle est revenue telle que le monde l'avait prédit. Pas seulement milliardaire, mais un bâtisseur, un guérisseur, une lumière. Et elle l'a fait sans toucher à son nom. Ifunanya. Un amour qui ne l'a jamais quitté.